Je suis Anaïs Gonachon, compagnon tapissier, lyonnaise de la Sérénité. Je suis dans une famille assez artisanale. Mes parents font des métiers artisanaux, mes grands-parents également. J'ai toujours été bercée dans le milieu de la couture un petit peu avec ma grand-mère, les brocantes, les objets anciens. C'est des choses qui me parlent depuis toute petite et j'avais aucune envie d'aller dans une filière générale où ma route était déjà tracée, on va dire. C'était une évidence. J'ai commencé mon Tour de France, j'ai appris beaucoup de techniques. Beaucoup de personnes m'ont transmis leur passion du métier et des savoir-faire assez rares. Et donc tout ça m'a donné envie de le mettre à profit dans mon travail de réception. Quand j'étais sur mon Tour de France à Paris, j'ai participé au cours d'impression 3D. Et de là, j'ai développé une petite maquette et donc qui m'a permis d'arriver jusqu'à mon travail de réception. Donc tout est parti de là. Sur les motifs azuleros, je me suis inspirée de la façon dont ils étaient assemblés, ce qui m'a permis de développer des modules qui s'imbriquaient les uns dans les autres d'une façon assez ludique. Et je les ai utilisés de par leur forme qui m'inspirait et le fait que ce soit des formes assez complexes aussi, chose qu'on travaille assez rarement en décor de fenêtre par exemple. Le tapissier fait des choses assez droites, assez courbes, donc c'était aussi un défi. Dans la conception de ce projet, j'ai passé beaucoup de temps à mettre au point le pliage et le choix du tissu, donc j'ai mis 135 heures à concevoir le projet. Et ensuite, j'ai mis 415 heures pour le réaliser. Et c'est toujours une remise en question permanente pour trouver la meilleure solution, qu'on ait aussi du temps pour le faire. Donc c'est aussi enrichissant de trouver des solutions à ces problèmes-là. Création Métaphore, c'est un éditeur de tissus avec lesquels travaillent les tapissiers. Et sur mon projet, en fait, ils m'ont offert le tissu avec lequel j'ai fait des tests pour trouver le tissu le plus adéquat. Et ce tissu faisait partie de leur nouvelle collection. Et donc, il a été exposé par la suite dans leur showroom à la suite de ce partenariat pour promouvoir aussi leur nouvelle collection de tissus. Et c'est assez rare pour un travail de réception d'aller aussi loin dans un partenariat et dans un dépôt de marque et tout ce qui s'en est passé par la suite finalement. Ce travail, c'était surtout un commencement et aussi un aboutissement. Un aboutissement puisque ça clôture un petit peu le Tour de France d'un compagnon, même si la suite, c'est jamais terminé. Et un commencement dans le sens où ce travail, j'ai dû déposer une marque pour me protéger, protéger mon idée face à l'exposition chez Création Métaphore. Et donc, il reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai envie de développer ce projet par la suite. Et donc, c'était aussi une ouverture professionnelle et humaine. Pour nous préparer à l'après-travail, on nous aiguille aussi sur la cérémonie privée pour devenir compagnon. C'est aussi un travail spirituel sur soi. Et, et là, par exemple, pour mon travail de réception, vu qu'il y a eu un partenariat, il y a aussi eu une exposition derrière. Et donc j'étais accompagnée pour préparer cette exposition et pour parler devant les journalistes. C'est l'opportunité de pouvoir développer ce projet et mettre à profit des nouvelles créations et aussi faire découvrir aux gens une nouvelle facette du métier, plus contemporaine et plus innovante. Ça m'a vraiment donné envie d'allier ces envies que j'avais au début et tout ce que je pouvais faire depuis toute petite avec mes mains. Devenir compagnon, c'est tout au long du Tour de France, c'est un petit peu chaque jour, on va dire. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient compagnon. Le jour de la cérémonie le marque plus symboliquement, mais on l'est avant de faire son travail de réception.
m'appelle De Vos Kevin, mon nom de compagnon c'est Flandre, la franchise de Roubaix. J'ai été reçu en 2018 à Limoges et je suis compagnon maçon tailleur de pierre. Je recherchais à faire une formation complémentaire après mon CAP. Je suis tombé sur l'Union compagnonique justement à Brive qui m'ont renvoyé vers la fédération à Toulouse. De là, je suis parti sur le Tour de France sans trop savoir où je mettais les pieds. J'ai commencé le Tour comme ça et je suis resté jusqu'à la fin, quoi. J'ai commencé le Tour en septembre 2012. Après, j'ai passé mon BP en 2015. J'ai fait les Olympiades, les WorldSkills en 2017-2018 et j'ai été reçu en 2018 après les WorldSkills. C'est un concours qui faut avoir moins de 23 ans la dernière année internationale pour le faire, donc c'est vraiment pour valoriser les jeunes et avoir un esprit d'équité aussi, parce que c'est quelqu'un qui a 40 ans de métier, forcément, il sera plus apte que nous. C'est les temps de réalisation qui sont poussés à l'extrême pour contenir un sujet très intense en peu de temps. J'ai fait des épreuves régionales à Grenoble, en Rhône-Alpes. Voilà. Ensuite, j'ai fait le national à Bordeaux, les épreuves étaient à Bordeaux, où on a fini premier aussi. Et après, l'épreuve internationale, on a fini quatrième. C'est sur 3 jours et demi. C'est des petites journées de 6 heures, pas plus de 6 heures, parce qu'après c'est trop intense pour une journée. C'est sur 21 heures d'épreuve. Ça m'a beaucoup apporté au niveau professionnel sur l'organisation de travail. Sur le plan humain, c'est aller à Abu Dhabi, rencontrer toute une équipe de France, un groupe soudé, pour tous dans le même but commun, quoi, et un peu certaines valeurs qu'on a nous chez les compagnons, et donc c'était très bien. Les Olympiades, ça m'a remotivé, ça m'a remis un coup de boost sur le Tour de France, car j'arrivais à ma 5e année et je commençais à avoir une certaine, pas une routine, mais moins de motivation qu'au début. Je voulais vraiment, je voulais que ça soit ma maquette, mon chef-d'œuvre de réception, je voulais qu'il soit porté là-dessus, parce que ça m'avait beaucoup apporté, et donc voilà. J'ai taillé 2 fois la réception. Une première fois où ça n'a pas marché, c'était pendant les Olympiades. Donc, et en fait, les deux en même temps, c'était trop. Fallait faire un choix. C'était soit l'année de réception à fond, soit les Olympiades à fond. Et donc, j'ai passé exclusivement, quasiment tout mon temps sur les Olympiades. Je le regrette pas maintenant, mais la deuxième fois, j'étais vraiment dans ma démarche, j'étais mieux préparé pour me présenter à la réception. Je suis parti de la base de ce sujet-là pour le faire en maquette à l'échelle 1/10. J'ai apporté quelques modifications pour que ça soit un peu plus réalisable en maquette et plus esthétique aussi. J'arrivais déjà avec une certaine maturité de par rapport à l'année d'avant. Le sujet, je le connaissais déjà, même si c'était au réel, et que l'année auparavant, j'avais déjà appris de mes erreurs et j'avais fait en sorte d'être bien organisé pour celle-là. Ce jour-là, on est forcément très content pas soulagé, mais heureux de faire partie du coup vraiment de cette grande famille. C'est même plus basé sur notre évolution personnelle, aussi professionnelle, mais plus basé sur notre évolution personnelle au fil de tout notre Tour de France que sur la maquette en elle-même. La maquette en elle-même, on dit souvent que c'est juste la clé qui nous ouvre la porte à devenir compagnon, mais donc il faut qu'elle soit quand même bien faite et soignée. Mais on est beaucoup plus jugé sur notre aspect personnel et sur notre mentalité qu'on a pendant notre Tour de France ou qu'on arrive à avoir en fin de Tour de France quand on est mature, un peu plus mature. Déjà, ça m'a beaucoup ouvert parce que j'étais très timide et je venais d'un milieu assez rural, donc je n'avais pas connu les grandes villes, tout ça. Donc quand on arrive, j'avais 17 ans à Toulouse, qui est quand même une grande ville, c'est sûr que ça fait un choc. Et puis ça nous aide à découvrir toutes les régions, voir les mentalités que certains ont dans chaque région. Même si en France c'est assez petit, au final les régions ne sont pas du tout les mêmes. Et nous, ça nous une ouverture d'esprit qu'on acquiert en peu de temps finalement. Si on reste chez soi à faire tout le temps la même chose dans une même entreprise avec les mêmes personnes, on découvre moins de choses qu'en faisant le Tour de France ou en voyageant du moins comme ça, quoi. Je m'appelle Boris Algara, je suis compagnon cuisinier des Devoirs Unis. J'ai été reçu le 25 novembre 2017 à la Cayenne de Paris sous le nom d'Algérois Cœur Fidèle. Le fait que je suis devenu compagnon, c'est par hasard. Un jour, je suis en apprentissage. J'étais avec un cuisinier, mon maître d'apprentissage,
qui m'a dit ce serait bien que tu fasses les compagnons. Les pièces de compagnons, tout ce qui est métier du bâtiment ou autre, ils ont leur chef-d'œuvre, entre guillemets, qui reste dans le temps, alors que nous, la cuisine, c'est éphémère. Il y a des compagnons qui font le choix de faire une pièce comme moi derrière, en produit alimentaire qu'on peut garder longtemps pour laisser une trace. Mais en plus de ça, il y avait une pièce culinaire de nourriture avec des plats. Tout au long de la taille, on va être suivi par des compagnons qui vont nous faire des critiques, qui vont dire ce serait bien que tu le fasses comme ça, qui nous donnent des idées. Et après, nous, au fur et à mesure de la préparation, ça évolue, ça modifie, on modifie des choses. Et c'est pour ça qu'on garde un dossier avec une traçabilité de tous les essais qu'on a fait et qu'on voit l'évolution tout au long de la taille de compagnon. La préparation du menu, ça se fait, faut prendre en compte les dates de limite, les DLC des produits. On peut faire ça grand maximum 3 jours avant. On fait tout ce qui est les marinades, les sauces, et après les finitions, c'est les 2 derniers jours. Mon sujet s'est fait de lui-même parce que j'avais commencé pour ma pièce d'admission, je parlais de mes origines, des origines algériennes, car je suis né en Algérie, à Blida, c'est la ville des roses et des oranges. Et dans cette ville, il y a un emblème qui est le kiosque de Blida. J'ai reproduit, pas à l'identique, mais je me suis inspiré pour en faire ma pièce de réception. Ce qui est bien sur la pièce, c'est qu'il y a du partage. Je me suis rapproché d'un tailleur de pierre qui m'a montré comment on taillait dans du plâtre, et on a fait les chapiteaux du kiosque. Et après, je les ai moulés pour en sortir un identique. Le premier, je l'ai sculpté moi-même avec des couteaux tailleurs de pierre, des mini ciseaux, pardon. J'en ai eu plein d'obstacles dans ma taille de compagnon parce que c'est une taille de compagnon, ça ne peut pas être tout simple. Et au niveau du kiosque, j'avais commencé très tôt en amont, bien 1 an avant, à faire des dessins avec des compagnons. Et après, faire la réalisation en pastillage. Et pour tout ce qui était la pièce culinaire, il y a des garnitures où j'ai eu des problèmes. Et des compagnons sont venus en aide à l'hôtel pour me suivre et m'aiguiller. Le palmier, ça a été la dernière chose que j'ai posée sur le kiosque. Et j'en étais à m'arracher les cheveux, à vouloir le casser. Et c'est ma femme qui m'a soutenu tout au long de la conception du palmier. Je serai toujours attaché à ma pièce parce que c'est une partie de ma vie. Et le kiosque en lui-même, le palmier au centre représente mes racines. Ça fait partie intégrante de ma vie de compagnon. Mais elle ne m'appartient plus. Elle appartient au compagnon, mais ça restera toujours ma pièce. Pour moi, la pièce de compagnon a été une renaissance parce que ça m'a permis d'aller de l'avant et j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé et maintenant les horizons s'ouvrent pour moi. Au moment de présenter mon travail, il y avait beaucoup de stress. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots pour expliquer tout. C'était tellement chargé d'émotions que très très compliqué d'expliquer ma pièce. Après plus d'1 année à travailler dessus, s'acharner dessus pour sortir une quintessence de tout ça parfaitement, c'est très compliqué. Quand on passe compagnon et le soir de la réception, qu'on est avec nos frères et qu'on nous remet notre écharpe, ça change tout dans la vie d'un homme, je pense. C'est un beau parcours, un beau chemin de vie. Pour moi, c'est l'école de la vie. C'est ce qui m'a construit en tant qu'homme et c'est la plus belle des choses. Je m'appelle Fabrice Gillier et pour les compagnons, je suis le Pays Gillier, compagnon chaudronnier pour En Salle de Réfléchir. Ça s'est fait d'abord par une rencontre. En fait, mon père était chef d'atelier dans une chaudronnerie et son remplaçant, c'était un compagnon du devoir. Ils m'ont expliqué que c'était des ouvriers qualifiés, etc. Et quand j'ai eu 15 ans et qu'il a fallu que je m'oriente vers une
formation vers un métier. Je me suis dit pourquoi pas un peu faire le métier de mon père. Ça m'a plu, j'ai fait une semaine et c'était évident du coup de faire la formation avec les compagnons. Donc la première étape, c'est forcément de faire un apprentissage. Je l'ai fait en 2 ans sur Marseille. Ensuite, j'ai commencé mon Tour de France. J'ai fait Saint-Étienne, j'ai fait Colmar, j'ai fait La Rochelle. Après, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Et quand je suis rentré, je me suis dit que il était temps de faire mon travail de réception. Et ça devient assez évident en fait. On arrive à un stade de son expérience, on va dire, où on sait qu'on est prêt. On a des compagnons autour de nous qui nous disent qu'on l'est, qu'il est temps en fait de se lancer. Et ça faisait longtemps moi que je voulais faire justement mon travail et que c'était déjà mûrement réfléchi, on va dire. Le projet, j'y avais pensé quand j'avais vu le film Iron Man pour la première fois au cinéma. Je m'étais dit, ça a l'air vraiment trop cool de faire une armure comme ça. Et quand j'ai vraiment commencé le métier, je me suis dit, ça pourrait vraiment être un super projet. À la base, je voulais faire l'armure, etc. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Et je suis parti que sur le buste pour avoir quelque chose d'un peu plus, un peu plus concis, mais qui soit réalisable, quoi. J'ai regardé le film pas mal de fois. J'ai regardé pas mal de backstage, on va dire, où on voit comment ils ont fait l'armure pour le film. À la base, je voulais faire en fait un buste en argile et m'en servir pour faire tout mon formage. Et au final, je suis parti sur un squelette qui m'a permis d'ensuite former les pièces et de venir au jugé un peu les contrôler, etc. Là, on commence à esquisser des plans, on commence à la main. Ensuite, j'ai fait sur ordinateur, en 2D. Une fois que le 2D était bon, je l'ai fait en 3D, etc. Dans notre métier, on a la chance d'avoir une découpe laser, donc tout le squelette a été coupé au laser. Au moins, j'ai pu faire que l'assemblage et après le formage. Les chaudronniers, dans l'association, on a 2 travaux de réception à faire. Donc on a le premier qui est industriel, donc celui-ci, et on a un second qui est plutôt artistique. Et quand j'ai présenté ce projet, les compagnons m'ont dit mais Fabrice, il est artistique ton projet, il est absolument pas industriel, donc c'est pas valable, donc tu peux pas faire ce travail-là. Donc en fait je l'ai vraiment tourné, je l'ai vraiment conçu de manière à ce qu'il colle en fait avec une fabrication en série ou ce genre de choses, qui du coup devient industriel. J'avais beaucoup d'apprentis et d'itinérants autour de moi qui venaient un peu tous les samedis voir où j'en étais, comment j'avais avancé, des fois le soir dans la semaine, ce genre de choses. Donc c'est vraiment... On se sent pas tout seul. Et voilà, moi j'étais, comme je disais, responsable, donc mes jeunes, ils avaient une part importante dans ma planification, dans la journée, comment je la prévoyais. Et, euh, et même le samedi, quand j'allais travailler, c'était systématique. Je m'occupais d'abord d'eux. Une fois qu'ils étaient lancés, je me lançais sur mon travail. Sinon, j'aurais pas pu. Enfin, on est obligé quand même de garder un œil sur nos jeunes. Et pour moi, c'est aussi une part importante du travail de réception. En tout cas, dans notre métier, c'est aussi quelque chose qui est demandé. C'est de savoir s'occuper, jongler entre arriver à être responsable de ces jeunes et en plus de mener à bien son projet. Moi, je sais que j'étais satisfait et ça m'a fait du bien de le terminer. Après, ça reste un objet, même s'il est toujours important, c'est son bébé, mais bon, pour moi, c'est que des morceaux de ferraille, hein, entre guillemets. Et on en est fier, mais voilà, quoi, ça reste un objet qui représente un peu le savoir-faire qu'on a à une période donnée. Et professionnellement, ça peut être un bond en avant. Personnellement, ça m'a permis de progresser dans mon métier, mais en plus de me faire connaître par certaines entreprises que j'aurais peut-être pas pu accéder sans ça. Moi, je vois ça comme l'aboutissement de mon Tour de France surtout, pas de mon métier, pas de ma carrière ou quoi que ce soit, mais vraiment comme l'aboutissement de mon Tour de France. Ça met un peu un point final, mais c'est aussi le départ de ma vie de sédentaire, on va dire, et de ce qui vient après, quoi. Paul Vino, Dauphiné l'amour du métier, compagnon boulanger. Depuis tout petit, je suis passionné par la boulangerie. Mon père est cuisinier. J'ai mon oncle qui est cuisinier aussi, ma mère qui est serveuse, donc je connaissais le milieu de la restauration. Après, je me suis plus orienté vers la boulangerie parce que j'aimais bien travailler cette matière qui est vivante, en fait, qui tous les jours nous impose un certain défi un peu parce que tous les jours elle réagit différemment.
Et en cuisine, j'avais pas forcément ce lien avec cette matière. On n'a pas vraiment un sujet type. C'est les anciens qui nous donnent un courrier avec une production à faire. C'est une production qu'on est censé sortir tous les jours en entreprise. Et après, on a un travail un peu plus de recherche. En tout cas, c'était mon cas. J'avais un pain nutritionnel à faire un peu sur une recherche. Donc là, par exemple, pour ma réception, je suis parti sur un pain à base de farine de coco. Donc il y avait beaucoup plus de recherche parce que la farine de coco, c'est très compliqué à travailler au niveau de la panification. C'est plus compliqué. Et après, le deuxième travail de recherche, c'est sur la pièce artistique où il faut qu'on soit un peu innovant, qu'on fasse une pièce qui ressorte un peu de l'ordinaire. On a décidé d'illustrer un peu le blason autour de cette pièce. C'est pour ça qu'on a fait le four à pain pour les boulangers, la ruche, et puis un temple, et puis après le socle écrit compagnon boulanger, pâtissier resté fidèle au devoir. J'ai énormément appris, surtout que Pierre Claparède est assez fort en décor, donc il a pu pas mal me transmettre de techniques, de recettes. On a le sujet, on a en gros 1 mois pour tout préparer, mais il faut que les produits sortent le jour J. Donc en fait, le matin de rendre le travail, c'est la journée où il faut tout donner sans réfléchir. C'est pour ça qu'en amont, il faut bien se préparer, savoir comment on s'organise, que les recettes elles soient établies, parce qu'il faut aussi qu'on présente un cahier de recettes. Donc ça, il faut que le cahier de recettes, le jour J, soit, enfin même une semaine avant, c'est l'idéal, qu'il soit fait, qu'on n'y touche plus en fait, qu'il soit imprimé, relié. Et puis le jour J, normalement c'est une récitation, quoi. On y va les yeux fermés. Bon, c'est pas forcément ce qui se passe, mais c'est censé se passer comme ça. Je me suis beaucoup entouré des anciens qui étaient là, qui m'ont donné des conseils sur eux, comment ils avaient vécu leur réception, comment ils avaient vécu leur travail, les erreurs qu'il ne fallait pas refaire parce qu'eux les avaient faites, donc ils m'ont un peu aiguillé sur ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Sur les types de produits aussi, par exemple le pain à la farine de coco, j'ai fait des essais, c'était pas des bons essais, donc après j'ai demandé conseil et ainsi de suite. J'ai pas fait mon travail tout seul, j'ai plus vécu ça comme un partage avec tous les compagnons de la ville de Toulouse. C'est là où le compagnonnage a son sens, c'est que tout les jours on essaye de faire notre travail de réception à l'entreprise. C'est vraiment le but tous les jours. Donc on attaque sur les coups suivant les jours, ça peut être 2 heures comme 4 heures. Et on essaye qu'il y ait tous les produits à l'ouverture au magasin. Et ensuite, on pétrit, on façonne pour le lendemain. Donc après, c'est de la mise en place. Et on continue les cuissons pour qu'il y ait du pain chaud jusqu'à 18h. Le matin, on embauchait classique. Et puis à la débauche, en général, on partait s'entraîner dans l'entreprise. On s'entraînait sur la production que j'avais à faire le jour de ma réception. Alors dans les sièges, on vit avec toutes les autres corps de métier. C'est là où on tisse vraiment des liens, où les rencontres humaines elles se font. C'est souvent dans la difficulté qu'on s'ouvre aussi le plus. À la fin, ça m'est arrivé de poncer une maquette de plombier alors que je suis boulanger. Mais c'est là où l'ouverture d'esprit se fait et les belles rencontres se font. Être reçu compagnon, c'est pas un aboutissement, c'est juste le commencement d'une nouvelle vie, commencement d'un nouveau projet. C'est l'état d'esprit qui est important. Il y a des personnes qui pourraient être compagnons parce qu'elles ont l'état d'esprit et puis qui n'ont pas forcément le titre de compagnon. François Desforges, 41 ans, tailleur de pierre, Angoumois-la-Volonté. Après une première littéraire, j'ai passé un CAP de tailleur de pierre. J'avais besoin de quelque chose de concret et la taille de pierre s'est offert à moi comme un lien entre l'histoire, une passion pour l'histoire et le dessin. Et par la suite, j'ai été amené à rentrer dans le milieu de la restauration de monuments historiques où j'ai rencontré un aspirant qui m'a permis de rentrer dans le compagnonnage. Et cette expérience m'a amené à travailler 8 ans en restauration dans différentes régions de France, sur le patrimoine. On ne se sent pas forcément toujours à la hauteur quand on
on rentre pour la première fois dans une Cayenne, on est impressionné par les chefs-d'œuvre, on est impressionné par ces centaines d'heures qui ont été passées à la réalisation d'une pièce. Et en tout cas, c'était mon ressenti. On se rend compte en fait que l'idéal décuple les capacités. On se découvre en fait des capacités qu'on ne soupçonnait pas. J'étais allé voir un ami qui finissait une embauche en Espagne comme facteur d'orgue. Et j'ai découvert grâce à lui la Sagrada Familia, l'art nouveau catalan. Je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Et ce style, alors même si on ne voit pas forcément le rapport, c'est conjugué avec une passion aussi pour le gothique. La première pièce, en fait, la première pièce d'admission était... il y avait un traitement ajouré, en fait, assez aérien en fait, de la pierre à travers une rosace. Et je suis resté un petit peu sur cette thématique pour la pièce de réception. En région parisienne, c'est métro, boulot, œuf, dodo. Puis après, on fait dans le désordre, mais en fait, on se retrouve avec une obsession pendant 365 jours. On pense œuf, on s'endort avec un œuf dans la tête, on se réveille avec un œuf dans la tête. On en parle à ses collègues, on est obsédé par les œufs. C'est effrayant. Alors, au départ, j'ai travaillé sur des matrices, en fait, sur des formes préétablies, déjà en polystyrène, qui m'ont permis déjà d'appréhender le tracé, de comprendre comment allait fonctionner le tracé sur le volume. Et une fois que j'ai défini en fait, le nombre d'ouvertures, en fait, la configuration des flammes, des formes, etc., j'ai pu établir un prototype à l'échelle 1,5 pour vraiment me rendre compte en fait, de problématiques techniques. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on est censé montrer en fait, la maîtrise d'une pratique. Et paradoxalement, j'avançais un petit peu avec plein d'inconnus et avec ce sentiment de les régler une par une, quoi. Quand on a goûté à l'expérience effectivement de ces pièces et de ce challenge, ça devient une drogue, quoi. C'est pas le chef-d'œuvre qui est si difficile que ça à sortir, ça arrive à réatterrir après, quoi. Moi, elle m'a ouvert des perspectives en tout cas. Elle m'a ouvert des perspectives sur un plan personnel et créatif. C'est vrai que ça m'a donné envie après, plus tard, de se redonner des challenges. Ça donnait envie de... Je crois que si le compagnonnage n'avait pas été là, j'en aurais jamais eu l'idée, je l'aurais encore moins réalisé. Donc c'est ça qui est très particulier. J'ai du mal à imaginer une vie sans compagnonnage. Je crois que c'est vraiment une expérience, ça fait partie des expériences dans ma vie qui me paraît indispensable. Il y a un tel sentiment de dette, entre guillemets, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est qu'en fait le compagnonnage nous a permis d'être ce que l'on est. Et je crois que ça n'a pas de prix, ça ne s'exprime pas à travers notre métier. C'est ce qui fait que ce sentiment de liberté, il me paraît tangible, réel, dans le sens où avec un métier, on peut vivre n'importe où et des gens nous ont donné de leur temps pour nous donner ça. Donc ça me paraît essentiel à notre tour de le transmettre. Je m'appelle Mathilde Napiraz, je suis compagnon cordonnier bottier. Mon nom de compagnon, c'est niçoise La Noble Gaîté et je suis originaire donc du sud de la France, à côté de Nice. J'ai été passionnée d'équitation, donc je voulais au début faire vétérinaire, mais ayant besoin plus rapidement de manuel et puis de passer à l'action, je ne me voyais pas être encore 5-6 ans sur un banc d'école. Ma première année sur le Tour de France, je suis partie à Paris, où j'ai travaillé pour le Moulin Rouge. Donc là, c'était une année très intense parce que c'était un gros challenge d'organisation. Tous les matins, je me rendais dans les loges du Moulin Rouge, derrière le rideau, pour récupérer le sac de chaussures de la veille qui était à réparer. Peu importe s'il y avait beaucoup de chaussures ou peu de chaussures, il fallait à tout prix que tout soit réparé dans la journée pour pouvoir retourner sur scène le soir même. Ensuite, j'avais pris goût à cette extravagance un peu du monde du spectacle. Et je suis partie à Strasbourg parce que là, j'avais eu connaissance de Patrice Coué qui travaille à l'Opéra national de Strasbourg. Et cet opéra, en fait, c'est le dernier à avoir toujours un bottier qui fabrique des chaussures sur mesure. Donc voilà, j'ai pu intégrer les ateliers de l'Opéra pendant 1 an.
C'était très intéressant de passer ce fait aussi de passer du coq à l'âne en faisant une fois des chaussures qui ressemblent à des sabots de chèvre pour des satyres, une autre fois des bottines beaucoup plus classiques. Et pendant cette deuxième année de Tour de France, j'ai un peu mûri aussi ce que je voulais faire comme projet à l'étranger. Donc j'ai choisi de partir en Argentine, surtout parce que c'est une culture, la culture d'Amérique du Sud, qui me parle, qui m'intéressait. Et parce que l'artisanat du cuir est très développé. Donc j'avais prévu là-bas de faire des chaussures de tango. Et arrivé sur place, j'ai pu travailler dans 3 entreprises, donc pas tout de suite dans les chaussures de tango, mais dans les bottes de polo, donc les bottes d'équitation. Et j'ai aussi vraiment pris le temps, pendant que j'étais à l'étranger, de voyager. Et donc j'ai fait beaucoup de kilomètres en stop, en allant jusqu'en Patagonie, un petit peu au Chili et au Brésil. L'idée de mon travail de réception m'est venue pendant mon année à l'étranger. Pendant que j'étais au Brésil, me revenait souvent en tête Arthur Rimbaud. Et un beau jour, cette expression « l'homme aux semelles de vent », c'est Verlaine, son ami et amant, qui l'appelait comme ça, pour parler de son envie de voyage insatiable. Et donc, en pensant à cette expression, j'ai fait quelques croquis. Et une fois rentrée en France, je suis rentrée un petit peu plus dans le vif du sujet, en faisant des essais, en utilisant différentes matières. Et ce qui me parlait vraiment, oui, c'est d'essayer de transmettre par une pièce physique cette expression semelle de vent. Donc j'ai choisi de faire une paire de chaussures figées dans le mouvement d'un pas, avec les semelles à l'avant et à l'arrière qui se délitent, qui se transforment en morceaux de plus en plus petits, suspendus en l'air, avec des petits bouts de poèmes d'Arthur Rimbaud, des expressions ou brodées sur les chaussures, pour que tout ça se soit inclus dans cet univers de voyage et de poésie. Niveau organisation, ça s'est plutôt bien passé, notamment parce que j'ai travaillé avec d'autres personnes, et donc ça me forçait à régulièrement tout remettre à plat et voilà, faire des points avec le serrurier, le menuisier, pour dire bon, t'en es où? Moi j'en suis là, je pense avoir fini telle étape dans 2 semaines, après on pourra avancer ensemble là-dessus. Pendant que j'ai réalisé la paire définitive à l'atelier de Vendéen, mon patron, j'ai pu rester dormir à l'atelier. Donc ça m'a permis de gagner du temps sur le temps de trajet et puis de vraiment me concentrer une semaine à me dire là en une semaine il faut que j'ai terminé le plus gros du travail. Est venue l'étape la plus marquante qui était de détruire la paire de chaussures sur laquelle j'avais passé tant de temps. Donc les autres jeunes qui étaient avec moi chez les compagnons ont eu un petit peu de peine quand ils m'ont vu faire cette étape-là. Mais voilà, c'était nécessaire pour déliter les semelles à l'avant, à l'arrière des chaussures. Ensuite, récupérer tous les petits morceaux de semelles. Mettre ces fils en tension, c'était un travail de longue haleine parce qu'il fallait percer chaque bout de caoutchouc, chaque bout de semelle, et puis le tendre de part et d'autre du plafond et du sol de la pièce, tout en faisant en sorte que ça tienne vraiment dans le temps, qu'il y ait la bonne tension, le morceau situé au bon endroit pour il fallait régulièrement reprendre la distance pour vérifier si l'effet d'éclatement et de poussière que j'imaginais était bel et bien réel une fois qu'on s'éloignait. Quand je repense à cette aventure, au fait de réaliser ce travail, j'en garde que des bons souvenirs. Et voilà, c'était une super expérience. Je suis le pays Thomas Dubois, je suis menuisier à la Cayenne de Brive et j'ai été reçu le 10 octobre 2020 sous le nom de Île-de-France Cœur Audacieux. J'ai choisi de faire un escalier parce que c'est un sujet qu'on a vu en colloque. Donc les colloques, c'est des moments d'apprentissage et c'est aussi des moments où il y a un aspect social assez fort. On apprend à se connaître, on passe de très bons moments et du coup, ça m'avait vraiment marqué en fait à l'époque. Il faut que ce soit en partie réalisable au réel, ce qui est un peu plus compliqué à faire en maquette. Il y a certaines parties, l'assemblage par exemple de mon limon intérieur, j'ai pas pu le faire comme au réel parce que c'était trop petit. Par contre, il faut le savoir, c'est-à-dire que si on déroge à un aspect technique au réel, le jour où on va présenter la pièce, il faut quand même connaître cet aspect et pouvoir expliquer le choix qu'on a fait sur la pièce et expliquer pourquoi et comment on aurait fait si jamais on l'avait fait au réel. Oui, j'ai essayé de faire quand même quelque chose qui était assez joli, plutôt moderne,
plutôt moderne parce que ça me représentait plus. Après pour la partie graffiti, c'est vraiment par rapport à mes origines d'Île-de-France, c'est par rapport à mon vécu et mes proches. Et ça m'importait, comme sur ma pièce d'admission, de faire quelque chose qui me représente moi et ce qui m'inspire. Alors pour la construction de la pièce, dans mon organisation en fait, je travaillais presque tous les soirs et le week-end. Donc c'est-à-dire que à l'époque je faisais 39 heures, donc on finissait à 18 heures. Généralement je travaillais jusqu'à 21 heures en plus sur ma pièce. Et le vendredi on terminait à midi, donc moi je travaillais l'après-midi en plus et je venais le samedi et le dimanche à l'atelier pour travailler sur ma pièce. Moi j'ai comptabilisé 920 heures voilà, sur ma pièce. Voilà. Ce n'est pas une gloire en soi, c'est un fait. Voilà. On présente généralement l'avancement aux compagnons, donc si jamais on a des questions, on peut leur demander. Après, c'est sûr qu'ils vont pas tout nous dire parce qu'il faut qu'il y ait quand même une recherche personnelle. Mais globalement, on est quand même épaulé. Après, par contre, la pièce physiquement, on est seul à la faire. Il y a eu des moments où j'arrivais à l'atelier et on ne sait pas pourquoi. Ce jour-là, ça va pas. On n'arrive pas à se fixer nos objectifs et on n'arrive pas à avancer. Que généralement, quand ça m'arrivait, ça m'est pas arrivé trop souvent parce qu'il faut pas, sinon on prend trop de retard. Mais quand ça me prenait, bah, je rentrais chez moi parce que impossible. Donc ça veut dire que le cerveau et le corps disent non, aujourd'hui ce ne sera pas possible. C'est une pièce à faire soi-même, mais ça aide à se connaître aussi. Ça aide à se connaître. Pour moi, ça a une partie de développement personnel qui est importante. Et en fait, quand on est vraiment sur la pièce, on travaille, mais on s'échappe aussi. Et on passe des moments, je me suis vu repenser à certains moments de ma vie en travaillant sur la pièce et on évolue en fait avec cette pièce. C'est un aspect assez, c'est vraiment du développement personnel pour moi en partie aussi. La pièce de réception et le milieu professionnel, c'est quand même complètement différent. Parce qu'on présente un projet où on donne tout et que la pièce doit être le plus parfait possible. Il faut tendre vers la perfection. Dans le milieu professionnel, on essaye toujours de faire au mieux, mais après, il faut quand même que ce qu'on fait soit rentable. Donc, il y a quand même un décalage entre la pièce et le milieu professionnel. Compagnon, c'est une étape. Donc, ça peut être l'aboutissement d'une étape, mais c'est qu'une étape en fait. Voilà, c'est pas une fin en soi. Et le travail, il nous le montre de toute façon. On peut toujours évoluer dans nos métiers. Il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas d'une vie de toute façon pour tout connaître. Et la pièce, elle nous démontre que voilà, il faut toujours aller de l'avant et il faut toujours essayer d'aller plus loin. Et de toute façon, c'est tellement intéressant qu'il n'y a pas de raison de s'ennuyer un jour avec le métier, quoi. Est-ce que vous vous êtes senti prêt? Un peu recommence. Il aurait fallu filmer. Ouais. Non, ça tourne en fait. Ça tourne. J'ai tourné le truc. Non, mais il y a Ouais, moi j'aime bien c'est le côté obscur. Tu passes devant, mais. Je suis passé dans le côté obscur, là, faut éteindre les lumières. Oh, ça y est, c'est reparti. Premier bug. Ce sera coupé ça alors du coup. On fait pas de Il n'y a pas le making-of. Et quand je suis arrivé, je ne savais même pas qu'il y avait une maquette à faire tous les ans, tout ça. Donc je suis arrivé, j'ai tout appris en septembre, on m'a dit bah, y a ça à faire, il y a ça. Ah d'accord, ok. Du coup, c'est plus ouvert, on va dire, à la communauté, à la maison. C'est pas c'est que j'essayais de me retenir de tout ça, en fait. Mais il y a un moment, je peux plus, je suis désolée. On Donc on va recommence. recommencer. Bah voilà.
On va finir par y C'est-à-dire, arriver. quand on... Et accessoirement jusqu'à notre travail de réception. Pardon. Ah ouais. Bonjour, je m'appelle Mathilde Napieraz. On s'est surtout appelé. Ah, vous avez cours là? Ah.